Bonsoir à tous et bienvenue à cette émission, c'est Sans Tabou. Alors une émission assez spéciale. Ce soir, le thème ce soir va s'articuler essentiellement sur la déclaration de politique générale du Premier ministre, chef du gouvernement gabonais Emmanuel Issoze Ngondé. Le chef du gouvernement gabonais s'est donc plié cet après-midi à cette exigence républicaine devant donc l'Assemblée nationale de manière claire et structurée conformément à l'article 28A de la Constitution. En présentant donc son programme de politique générale, Emmanuel Issoze Ngondé s'est appesanti essentiellement sur trois volets principaux, à savoir le volet politique, le volet économique, mais également le volet social. Alors ce soir, Canal 7 reçoit le ministre d'État, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilibinze. Bonsoir, monsieur le ministre d'État. Bonsoir, madame. Merci encore d'avoir accepté l'invitation de Canal 7. Je vous en prie, c'est naturel. Alors, avec monsieur le ministre d'État, nous allons examiner, analyser les grandes mesures de politique générale qui ont donc été annoncées cet après-midi par le Premier ministre, chef du gouvernement gabonais, Emmanuel Issoze Ngondé. Alors, je ne suis pas seule, je suis avec Dina Koussou ce soir. Dina, bonsoir. Bonsoir, Patricia. Alors, d'entrée de jeu, monsieur le ministre, cet après-midi, comme nous l'avons énoncé, le Premier ministre, chef du gouvernement, a donc fait sa déclaration de politique générale. D'entrée de jeu, comme ça, aujourd'hui, en tant que ministre d'État, ministre de la Communication, est-ce que vous êtes confiant déjà? Écoutez, je vous remercie de l'opportunité que vous nous accordez pour éclairer vos téléspectateurs sur cet important exercice. Nous sommes un État de droit, il y a un certain nombre de règles et la Constitution veut qu'une fois le président réélu, une fois qu'il a prêté serment, il nomme un gouvernement. Lequel gouvernement a donc 45 jours, en tout cas le Premier ministre dispose de 45 jours pour présenter devant l'Assemblée nationale sa déclaration de politique générale. Et celle-ci est sanctionnée par un vote. Il se trouve que toutes ces étapes ont été respectées. Et cet après-midi, à 14 h précisément, nous avons accompagné le chef du gouvernement à l'Assemblée nationale. Après la tenue du Conseil des ministres, qui lui a donné donc quitus pour aller présenter la déclaration de politique générale. Je trouve que c'est un exercice qui s'est plutôt bien déroulé. Comme vous l'avez relevé, la déclaration du Premier ministre était articulée autour de trois principaux points. Les questions politiques, les questions économiques avec un plan de relance de l'économie, les questions sociales, puisque s'il n'y a pas d'économie, s'il n'y a pas de création de richesse, il n'y a pas de partage au niveau social. Donc ces trois axes ont été développés et ont donné lieu à un débat avec les députés, sanctionné par un vote qui a été massivement positif. Alors avec vous, monsieur le ministre d'État, nous allons donc revenir sur ces trois volets. Alors peut-être Dina Koussou qui va donc commencer avec vous sur le volet purement politique de cette politique générale. Permettez-moi la tautologie, monsieur le ministre d'État. Alors, monsieur le ministre, l'actualité gabonaise parle justement de ce dialogue national qui semble être très attendu par les uns et les autres. Le Premier ministre a annoncé quand même l'ouverture très prochaine des consultations. Il a été instruit par le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba. Peut-être déjà revenir, comment cela va se passer? Il faut d'abord indiquer que cette question du dialogue a été posée par le chef de l'État bien avant la campagne électorale. Souvenez-vous, lorsqu'il a réuni les deux chambres du Parlement en congrès, il a indiqué qu'il serait temps, à l'issue du scrutin, de discuter de notre démocratie, de nos institutions, de leur symétrie, de la meilleure façon de les renforcer, de les rendre encore plus inclusives aussi pour qu'elles participent au développement. Donc il a annoncé. Il en a reparlé pendant la campagne et nous avons connu la crise post-électorale qui a été d'une rare violence, avec une campagne elle-même qui a été marquée par des propos jamais entendus, on va dire en termes simples, qu'un certain nombre de tabous ont été brisés et que la bête a été libérée, pour parler simple. Donc il était devenu impérieux de réaffirmer ce dialogue, ce qui a été fait. Les consultations informelles ont débuté. Le chef de l'État lui-même, le Premier ministre, quelques autres membres du gouvernement. Vous noterez d'ailleurs que dans ce gouvernement, il y a un ministre d'État en charge des relations avec les institutions constitutionnelles et en même temps chargé du dialogue politique. Ça dénote donc de l'intérêt
que le gouvernement apporte à cette question de dialogue politique. Le Premier ministre a reçu instruction du chef de l'État d'engager cette fois-ci les consultations officielles dès lundi de la semaine qui va commencer, dès lundi. Les consultations informelles, d'abord avec des acteurs politiques, donc les chefs de parti légalement constitués, avec un certain nombre d'autres acteurs qui ne sont peut-être pas chefs de parti, mais dont la voix peut compter et qui ont une certaine des propositions à faire. Ensuite, ces consultations vont permettre de déterminer le format. Il ne s'agit pas de dire aux acteurs politiques, voici un format prédéfini, entrez-y. Dialogue, ça veut dire de se mettre à l'écoute dès la base pour construire ensemble le format, indiquer les enjeux de ce dialogue, les attendus de ce dialogue, les objectifs, le chronogramme et les différentes articulations. Donc, en ouvrant le dialogue, le chef du gouvernement, sur l'instruction du chef de l'État, a pensé qu'il ne fallait pas formaliser déjà le cadre pour que ça ne donne pas lieu à d'autres types de débats. Donc, il vaut mieux consulter les gens pour que chacun donne son approche et que même l'approche en elle-même soit consensuelle à la base. C'est l'objectif et c'est ce qui va se faire dès lundi. Alors, on entend parler des classes politiques. Patricia, si vous permettez. Monsieur le ministre, est-ce que ça veut dire que ce dialogue ne sera ouvert qu'aux personnalités politiques, aux partis politiques, ou il sera plutôt élargi à d'autres couches de la société gabonaise qui estiment que justement beaucoup de secteurs sont à restructurer, sinon reformer au Gabon? Vous savez, il y a un gouvernement de la République et le gouvernement doit être à l'écoute des populations, à l'écoute du peuple. C'est un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il y a des institutions. La question de comment est-ce qu'on fait pour que les citoyens aient leur voix, aient leur mot à dire à ce dialogue sera déterminé au cours des consultations. Mais le format est important. Nous avons un pays qui doit être au travail. Nous avons un pays qui a un certain nombre d'enjeux et de chantiers. Et le chef de l'État a pensé qu'il ne fallait pas mettre le pays aux arrêts pendant 15 jours, un mois, où tout le monde irait dans une sorte d'agora pour discuter, pour débattre. Il fallait donc faire en sorte que des consultations soient menées au préalable. Et les consultations vont déterminer le format. Après, il est important que chacun donne son point de vue, société civile, simples citoyens, religieux, pour regarder tous les problèmes qu'il y aura à aborder. Encore une fois, ce sera un dialogue sans tabou, mais dans le respect à la fois des institutions et de la personne. Alors, Monsieur le ministre, ça sera un dialogue sans tabou. Alors, c'est peut-être dire également, ça sera élargi à tous les opposants. Je pense notamment à ceux qui sont aujourd'hui exilés, par exemple en France. Je pense comme ça à un de nos collègues, Jonas, par exemple, Moulinda, ou encore le ministre de la Justice, Séraphin Mounouga, puisque c'est sans tabou. Vous abordez là des questions qui ne sont pas pour nous des questions tabous, dans la mesure où personne n'a été contraint à l'exil. Il n'y a personne aujourd'hui qui soit poursuivi, pourchassé pour ses opinions au Gabon. S'il y a des Gabonais qui ont estimé que le fait de ne pas être d'accord avec le gouvernement en place, avec les autorités en place, les contraint à aller vivre ailleurs, c'est un choix qu'ils ont fait. Mais ils ont le choix de rentrer chez eux quand ils veulent. Il y a d'autres Gabonais qui vivent ici, qui expriment leurs opinions librement. On était à l'Assemblée nationale. Des opposants, monsieur l'honorable Massala Tsamba, a exprimé librement ses opinions. Il vit au Gabon. Monsieur Maïla exprime ses opinions. Il vit au Gabon. Il n'est pas menacé. Et donc, ceux qui ont choisi l'exil, c'est un choix qui leur appartient, mais personne ne les oblige à rester à l'étranger ou les empêche de rentrer chez eux au Gabon. Ensuite, vous demandez si tout le monde participera au dialogue. Le dialogue n'est pas une contrainte. L'idéal, c'est que tout le monde y participe. Mais nous sommes en démocratie. Ceux qui estiment qu'ils n'ont pas à venir dialoguer, on ne va pas les y amener contraints et forcés. L'idéal serait de réunir les conditions d'une plus grande participation. Mais il y en a qui ont intérêt à ne pas venir parce qu'en ne venant pas, ils n'encourent pas le risque de la confrontation des idées. Et donc la fuite en avant est aussi un choix politique pour certains.
Il y a, si vous Juste rappeler, excusez-moi Dina, juste rappeler à nos téléspectateurs que vous pouvez également contribuer à cette émission par vos suggestions en appelant au 00241 si vous êtes à l'étranger, puisque c'est l'indicatif du Gabon, 04 91 97 97, et vous pouvez également réagir par messagerie au 8877 ou encore sur nos comptes Facebook ou encore Twitter. Allez-y, Dina. Merci, Patricia. Alors, Monsieur le ministre, peut-être encore revenir sur cette question du dialogue, parce qu'elle importe à beaucoup de Gabonais. Rappelons quand même qu'il y a quelques jours, un membre de la majorité présidentielle, la mouvance présidentielle, celle notamment sociale et pour l'émergence, un porte-parole, pour être plus clair, a estimé que pour ce dialogue, il était important que le pouvoir en place tienne compte des 47%. Est-ce que ne pas peut-être mettre en avant le fait selon lequel si certains ne veulent pas dialoguer, on ne va pas imposer aux uns aux autres de venir dialoguer, ce ne serait pas peut-être limiter l'impact que peut avoir véritablement ce dialogue? Madame, je ne comprends pas votre question. Monsieur Mavioga, c'est de lui que vous parlez. Il est question, justement. Il a exprimé une opinion. Mais l'expression qu'il exprime n'est pas nouvelle. Le chef de l'État lui-même, lorsqu'il s'est exprimé le jour de la proclamation des résultats et les jours qui ont suivi, il a dit « J'ai entendu le message des Gabonais. J'ai entendu le message que signifie ce vote serré. J'ai entendu ceux qui ont voté pour moi, mais également ceux qui n'ont pas voté pour moi. Il y a des aspirations dont il faut tenir compte. D'où cette question du dialogue. Mais alors, 47%, ça représente 100 000 personnes. Comment faites-vous pour discuter avec 100 000 personnes? Monsieur le ministre, donc, voilà, c'est-à-dire que... C'est quand même 47%, ils insistent là-dessus. Madame, je comprends, et chacun peut comprendre, mais comment on dialogue avec 100 000 personnes? On dialogue avec 100 000 personnes par le biais des représentants, et donc des partis politiques ou des candidats. Si ces derniers ne veulent pas venir au dialogue, il y en a qui ont accepté le dialogue. Souvenons-nous, madame, les 47%, c'est un vote qui s'est exprimé en faveur d'un candidat qui a constitué autour de lui une coalition de candidatures qui se sont finalement rassemblés autour de sa personne. Il y a des membres de cette coalition qui ont déjà dit oui, on va au dialogue, qui représentent donc une partie de ces 47%. Que ce soit M. Ndemezo, que ce soit M. Maïla, que ce soit d'autres personnalités, M. Mike Joktan, on dit nous allons à ce dialogue, même s'il y a des conditions qui ont été posées pour venir à ce dialogue. Le gouvernement travaillera à faire en sorte que ces conditions soient réunies. Maintenant, je vous pose encore la question. Celui qui ne veut pas venir, faut-il arrêter la majorité qui, elle, veut discuter? Parce qu'il y a 47%. Très bien. Mais ceux qui ont voté pour Ali Bongo sont plus nombreux que les 47%. Et eux ont besoin de dialogue dans le pays. Comment on fait? Donc, la vérité de cette histoire, encore une fois, c'est que nul n'a la science infuse. Nul n'a le monopole ni de la rue, ni de la vérité. Nous sommes Gabonais. Et le Premier ministre l'a rappelé, l'histoire de notre pays a été jalonnée de crises qui ont pris parfois des tournures difficiles, mais toujours les Gabonais ont su se parler, ont su mettre au centre de leur conversation l'intérêt principal de la nation. Donc il s'agit de cela aujourd'hui. Qu'est-ce qui serait le mieux pour notre pays? Est-ce qu'on continue la logique d'affrontement ou est-ce qu'on essaie de trouver un modus operandi qui ferait que les idées des uns et des autres soient mises sur la table et qu'on en tienne compte? Je rappelle que le chef de l'État a insisté dessus, de même que le Premier ministre. Il ne s'agit pas d'aller dialoguer et puis ce qu'on s'est dit reste dans les tiroirs. Il s'agit de dialoguer et de traduire un acte de gestion, un acte de gouvernement et un acte de report au niveau des lois du pays pour refaire les institutions. Voilà l'objet de ce dialogue et la voix de chacun sera entendue, y compris celle de ceux qui ne veulent pas venir. Et même justement, comme on parle des institutions, si vous permettez très rapidement, Patricia, le Conseil national de la démocratie est toujours décrié. C'est vrai qu'il a été très récemment, à la suite des violences post-électorales, brûlé ou dédommagé, pardon, Monsieur le ministre. Comment
Dans quel cadre? Parce que les gens s'interrogent, Monsieur le ministre, dans quel cadre va accueillir véritablement ce dialogue? Quel cadre sera qualifié d'être neutre pour accueillir en même temps la majorité et l'opposition? Comment ça va se passer? Alors, je réponds pour la 3e fois à votre question. C'est parce que les Gabonais veulent savoir que nous insistons là-dessus. Et je réponds donc à votre question pour Merci que les beaucoup. Gabonais sachent. Merci beaucoup. Nous aurions pu décider de tenir ce dialogue dans le cadre du Conseil national de la démocratie. Nous aurions pu décider que ce dialogue serait abrité par une instance qui serait décidée par les uns et les autres. Mais nous avions indiqué que pour dialoguer, il faut déjà commencer à pouvoir apaiser les tensions. Et donc, il faut tenir compte de ce que chacun peut apporter. Les consultations vont débuter lundi. Et ces consultations, chacun dira quel est, selon tel ou tel parti politique, telle ou telle opinion, le meilleur cadre. Et on tiendra compte des opinions des uns et des autres pour définir un cadre consensuel. Il faut déjà que le cadre soit consensuel. Si les acteurs politiques s'accordent pour dire c'est le CND, on ira au CND. S'ils s'accordent pour dire ce n'est pas le CND, c'est un cadre en dehors du CND, on définira ensemble ce cadre. Encore une fois, nous avons voulu procéder différemment. Nous n'avons pas voulu établir un cadre et dire aux Gabonais, voilà, c'est ouvert, entrez. On dit, venez qu'on discute et définissons ensemble le cadre. Évidemment, dans ce cadre qu'on va définir, il faudra tenir compte de la position des uns et des autres. Il faudra tenir compte de la volonté aussi de faire aboutir rapidement les décisions pour ne pas tirer en longueur. Il faut mettre le pays au travail, reconstruire le lien social dont chacun a bien pris conscience aujourd'hui qu'il a été fissuré, comme l'a dit le Premier ministre. Donc il faut reconstruire ce lien social et c'est fondamental. Alors, Monsieur le ministre, cette cohésion sociale est tant attendue par les Gabonais. Vous l'avez dit, les Gabonais ont besoin de se parler. Les Gabonais ont l'habitude de se parler. Aujourd'hui, vous venez également de dire que les consultations devraient commencer d'ici lundi. Elles vont commencer d'ici lundi. Est-ce que déjà, entre-temps, il y a eu des démarches consultatives officieuses, si je peux m'exprimer ainsi? Il y a eu des démarches officieuses. Ces démarches officieuses ont peut-être aidé ou favorisé ou encouragé un certain nombre de prises de parole publiques. Bien. Il faut continuer. Il s'agit là d'engager une forme de diplomatie. Et en diplomatie, on arrive autour de la table qu'après des heures, voire des jours, voire des semaines de discussions informelles, on s'est accordé d'abord. Et en langage gabonais, il y a le Nzimba. Et lorsqu'on s'est accordé dans le Nzimba, on vient sur la place publique. Donc il y a eu des consultations informelles, menées à la fois par le chef de l'État, par le secrétaire général du PDG, le camarade Faustin Boukoubi, camarade, c'est notre langage à nous, vous diriez M. Faustin Boukoubi. Tout à fait. Il y en a eu menées par des acteurs de la majorité, menées par des membres du gouvernement, les uns auprès des autres, parce que dans cette histoire, on se connaît, on est des mêmes familles, on a fait parfois l'école ensemble, parfois on est mariés dans les mêmes familles, donc on se parle. Et qu'on se dit, mais écoutez, on ne va pas continuer comme ça, discutons, mettons les choses sur la table. Il y a eu ces contacts informels qui ont permis aujourd'hui d'avancer un peu plus dans cette idée de dialogue. Lundi, le chef du gouvernement, investi de la confiance par l'Assemblée nationale, et y compris sur cette question du dialogue qui a été posée aujourd'hui, le chef du gouvernement va entamer des consultations officielles, recevoir donc officiellement des acteurs politiques pour commencer à définir ensemble le cadre de ce dialogue. Sur justement l'aspect politique de cette déclaration de politique générale du chef du gouvernement, il y a eu la question liée à la décentralisation. Les collectivités locales, on ne le dira jamais assez, les plaintes sont quand même multiples quant à un véritable développement. Qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce qui va changer, Monsieur le ministre? Vous savez, quelle est la situation? 87% de la population gabonaise vit dans les centres urbains. Les zones urbaines représentent 1% du territoire. Et donc, si nous continuons comme ça, nous aurons un pays, c'est déjà le cas, mais ça va s'accentuer, qui sera totalement excentré, orienté vers Libreville
Port-Gentil et un peu Franceville, Oyem et Mouila. Le reste du pays sera au fur et à mesure dépeuplé. Il faut donc apporter du développement dans l'arrière-pays. L'État central peut le faire, l'État central sait le faire, mais l'État central est occupé à beaucoup d'autres choses. Il faut donc décentraliser, faire en sorte que les collectivités locales puissent bénéficier à la fois d'un transfert de compétences en termes de missions, mais aussi en termes de ressources humaines et ressources financières, de sorte qu'il y ait un développement des territoires qui permette de fixer les populations, de créer l'emploi sur place pour les jeunes. D'ailleurs, une honorable députée, je pense de Bitam, a fait une intervention pour faire observer que dans certains villages aujourd'hui au Gabon, et c'est une réalité, on a des écoles qui sont vides, où il y a des enseignants, mais il n'y a pas d'élèves. Parce que les parents sont allés chercher du travail à Libreville, à Port-Gentil ou à Franceville. Donc si on veut que les villages ne soient pas dépeuplés, et si on veut qu'il y ait un développement équilibré, il faut décentraliser. Il faut donc passer de la parole à l'acte. Il y a une première loi sur la décentralisation en 1996. Il y a une seconde loi qui a été adoptée récemment et promulguée et publiée. Le chef du gouvernement s'est engagé, avant la fin du premier semestre 2017, à faire adopter les décrets d'application. Et il s'est engagé également, à la demande du chef de l'État, à mettre en place un fonds d'investissement provincial de 18 milliards de francs sur la première année 2017. Ce fonds va notamment aider les PME locales à participer au développement des provinces. Il ne s'agira pas, par exemple, pour construire un dispensaire ou pour réfectionner des voiries urbaines, de faire venir une entreprise de Libreville. Il s'agira de faire en sorte qu'à Koulamoutou, à Makokou ou à Nzenzele, une PME locale puisse se constituer et puisse capter la ressource mise à disposition par l'État à travers ce fonds d'investissement provincial. Il a parlé de phase expérimentale. Pourquoi? Oui, mais parce que nous avons pris une première loi en 1996. Et nous avons décidé en 1996, sans avoir pris le temps de bien examiner, de bien étudier l'ampleur de ce que nous recherchions, on a décidé que toutes les communes se valent et que toutes les communes doivent être autonomes. Ainsi donc, la commune de Ovan doit générer ses propres ressources, comme la commune de Libreville ou Port-Gentil. Ce n'était pas réaliste. Ce n'était pas réaliste. Et donc, cette loi a souffert de ce qu'on a voulu tout faire en même temps. Là, il s'agit de repartir, et cette fois-ci, d'aller sur une phase expérimentale pour corriger. La décentralisation a été imaginée, décidée en France dans les années 80, début des années 80. Et ils sont allés de manière progressive jusqu'à aujourd'hui atteindre un niveau suffisant. Donc il faut regarder comment chez nous, on va essayer d'expérimenter cette décentralisation et notamment cette déconcentration et ensuite ce transfert des compétences et ce transfert également au niveau de la ressource financière. Il faut expérimenter et le modèle qui a marché, on le reproduit. Ce qui n'a pas marché, on le corrige. Alors, Monsieur le ministre, développer nos contrées, certes, mais est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a une politique de bouleversement par rapport aux mentalités des populations gabonaises pour en arriver là, justement? Ah, vous voulez me ramener à la campagne présidentielle? Non, du tout, c'est une question. Alors, c'est sans tabou, Monsieur le ministre. Ah oui, absolument. Mais lorsque le chef de l'État disait « changeons ensemble », qu'il faut changer ensemble. Mais parce que si nous voulons rentrer dans un vrai processus de développement, nous devons comprendre que nous sommes tous acteurs de ce processus citoyen, dans un processus de démocratie citoyenne, par sa participation, par son mot à dire dans la définition des politiques publiques qui s'appliquent de toute façon aux citoyens. Mais également acteurs de la société civile, opérateurs économiques. Il faut donc que chacun comprenne qu'il est nécessaire que nous engagions une mentalité de développeur pour notre pays. Le temps où on attendait tous que l'État fasse tout, ce temps-là, il est de plus en plus révolu, de plus en plus difficile. L'État continuera à assurer des missions régaliennes de sécurité, d'éducation, de santé, de formation. Mais il faudra que l'entrepreneuriat, la grande entreprise bien sûr, la petite et moyenne entreprise,
mais aussi la très petite entreprise puisse participer au développement. C'est pour cela que, et on le verra peut-être sur les questions économiques, le chef du gouvernement, dans la question de la relance de l'économie, a indiqué qu'il faudra tout faire pour que le secteur informel, qui emploie un nombre important de personnes aujourd'hui, arrive petit à petit à disparaître pour amener ces personnes qui exercent soit le petit commerce, soit d'autres types d'activités, à être immatriculées et identifiées pour contribuer, elles aussi, au développement et à la ressource de l'État. Chers téléspectateurs, nous rappelons que nous recevons sur ce plateau le ministre d'État, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Alors nous attendons vos suggestions, vos contributions. Vous pouvez appeler au 00241 si vous êtes à l'étranger, 04 91 97 97 ou encore par vos SMS 8877. Vous pouvez également réagir sur nos comptes Facebook ou encore Twitter. Alors, Monsieur le ministre, c'est vrai que vous évoquez tout cela, mais il est question aujourd'hui aussi de redonner confiance à ces populations gabonaises pour que la machine Gabon soit finalement en marche. La confiance qu'il faut redonner tient à plusieurs facteurs. Il y a les facteurs politiques. Et nous espérons que le dialogue va aider à redonner confiance. Nous espérons également que les résolutions issues de ce dialogue, qu'il s'agisse des questions institutionnelles, des questions de gouvernance, toutes ces questions-là vont être mises en application pour que les populations retrouvent la confiance nécessaire dans leur gouvernants, dans l'État. C'est fondamental. Mais ça ne concerne pas que l'État, ça concerne aussi les partis politiques. Il y a une défiance générale vis-à-vis des partis politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, mais c'est un mouvement mondial. Il n'est pas observable qu'au Gabon, même à l'étranger, on observe ce mouvement. Donc cette confiance, elle est indispensable. La confiance, c'est aussi la signature de l'État par rapport aux opérateurs économiques. L'État doit respecter ses engagements, sa signature, faire en sorte que si nous devons de l'argent à une entreprise, qu'on puisse payer. Et si on ne peut pas payer, qu'on s'accorde sur des échéances de paiement, mais qu'on les respecte, qu'on les tienne. Le Premier ministre l'a rappelé également. Tout ça participe de la confiance. La confiance aussi, la lutte contre l'impunité. Faire en sorte que les gens retrouvent confiance à la justice. Faire en sorte que tous les crimes, crimes de sang, crimes économiques, crimes contre la personne humaine, soient punis, réprimés et punis. Tout cela participe d'un climat de confiance à recréer. La confiance, c'est aussi le citoyen, qui doit avoir une parole, qui doit dire blanc quand c'est blanc, et qui ne changera pas d'opinion après une conversation, et qui ira d'opinion en opinion selon les couleurs de la personne qui l'aborde. Donc ça aussi, c'est un travail à faire. La confiance aussi dans la question de la séparation des pouvoirs. La confiance aussi dans le rapport, j'allais employer un grand mot, de la laïcité, c'est-à-dire finalement la religion qui s'exerce sans influer sur la politique et la politique qui n'influe pas sur le religieux. Donc chacun a sa place. C'est ça aussi le rapport de confiance. Et donc cette confiance, on doit la bâtir tous ensemble, et y compris dans le domaine qui est le vôtre, de la communication. Le quatrième pouvoir doit faire son examen, doit constater que la situation post-électorale qu'on a vécue, elle y a grandement contribué par des articles incendiaires, jamais vérifiés, jamais recoupés. Donc c'est un travail global qu'il faut mener tous ensemble. Et donc, puisqu'on parle de confiance, Monsieur le ministre, peut-être revenir, le gouvernement actuel comprend un peu plus de 30% de femmes. Ce même quota avait été aussi annoncé par le président de la République devant le Parlement, 30% de jeunes, 30% de femmes à ces postes de responsabilité. Les jeunes s'interrogent, je m'en voudrais de quitter de ce plateau sans vous poser cette question. Beaucoup de jeunes s'interrogent. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce un manque de maturité? C'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup de jeunes, déjà notamment dans le gouvernement dont vous êtes membre, et peut-être dans d'autres postes de responsabilité au niveau du Gabon. Vous savez, la première fois que je suis arrivé au gouvernement en 2006, je devais avoir entre 37 et 38 ans. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans ce gouvernement qui n'ont pas 35 ans. Il y a un vrai rajeunissement.
Il y a des jeunes dans ce gouvernement. Ils ne sont peut-être pas aussi nombreux que vous l'auriez souhaité, mais ils sont là. Peut-être pas moi, mais la jeunesse gabonaise en général. Non, mais quand je parle de vous, à travers vous, je réponds à la jeunesse. D'accord. Ils ne sont peut-être pas aussi nombreux que la jeunesse l'aurait souhaité, mais quand même, la place de la jeunesse, elle est encore à l'école. Elle a encore à finir ses études. Une fois qu'elle a fini, elle passe à la phase active et peut occuper toutes les responsabilités. Du reste, la position du chef de l'État sur ce sujet est claire. Il faut que dans nos lois, il n'y ait pas de dispositions discriminatoires, mais que chacun, selon son talent, puisse accéder aux responsabilités de son rang. Et donc, oui, nous avons commencé, mais c'est un processus. Nous sortons d'un univers où il n'y avait aucune loi pour obliger à faire ceci ou cela. Aujourd'hui, il y a une loi. Donc chacun va respecter cette loi, mais c'est un processus qui ira crescendo. Nous avons commencé par 30%. Je sais que les femmes réclament déjà 50%. Bien sûr, toujours, Monsieur le ministre. Alors, monsieur le ministre, si vous le permettez, 2 téléspectateurs au bout du fil. Monsieur ou madame, bonsoir. Oui, la situation de la poste. Je suis parmi les épargnants et la situation nous inquiète. J'ai quelque chose depuis ensuite, donc, j'en profite de l'occasion dont le ministre est en train de parler. Je veux savoir un peu clairement la position de la situation de la poste. Alors, s'il y a peut-être un autre téléspectateur, s'il vous plaît, essayez de parler plus fort pour qu'on vous entende mieux. Alors, peut-être que nous reviendrons sur ce téléspectateur parce qu'on a eu du mal à comprendre justement les propos de ce téléspectateur. Veuillez vous exprimer audiblement pour qu'on puisse vous écouter ici au niveau du plateau. Merci encore pour vos suggestions, vos contributions. Appelez au 04 91 97 97 97. Oui, Dina. Alors, mais, pardon, j'ai cru entendre que le téléspectateur voulait avoir ma position ou mon point de vue sur la situation de la Poste. Ah, c'était la Poste. Exactement. On a eu du mal. Le chef du gouvernement en a parlé. Dès ma nomination, j'ai aussitôt rencontré à la fois le nouveau PDG de la Poste, mais également le syndicat de la Poste, mais aussi un certain nombre de cadres dirigeants de la Poste. Bien entendu, mes propres collaborateurs au ministère m'ont fait le point. La situation de la Poste, pour parler simple, c'est que aujourd'hui, la Poste est lourdement endettée. La Poste est endettée à un point tel que, à un moment donné, l'argent des épargnants a été touché. La Poste est endettée à un point tel que il faut aujourd'hui à peu près 100 milliards de francs CFA pour rembourser les dettes de la Poste. Dettes auprès des fournisseurs, dettes auprès de l'État, dettes auprès d'autres institutions de l'État, notamment la sécurité sociale. Mais aussi le fait que l'argent des épargnants a servi au fonctionnement ou à l'investissement. Donc c'est un problème. Le gouvernement travaille aujourd'hui de concert avec la nouvelle direction de la Poste et avec le soutien d'autres institutions pour réorganiser et trouver des solutions. Dans quelques semaines, nous l'aurions fait aujourd'hui en Conseil des ministres si nous n'avions pas été contraints d'aller devant l'Assemblée nationale pour la déclaration de politique générale. Mais peut-être la semaine prochaine, si les conditions se réunissent, nous présenterons au gouvernement un plan de sortie de crise par rapport à la Poste. Mais ce qu'il faut comprendre, on parlait d'impunité. Chacun va assumer ses responsabilités. Mauvaise gestion alors, monsieur le ministre. Chacun va assumer. Des audits ont été menés et ont pointé un certain nombre de fautes. Moi, sur ce plateau, je ne peux pas mettre en accusation quelqu'un. Je dis simplement qu'il va falloir que des enquêtes soient menées et que s'il y a eu malversation, que les auteurs soient punis. Mais les épargnants, ils doivent retrouver leur argent et l'État fera l'effort nécessaire pour que les épargnants n'aient pas perdu de leur argent.
Alors, Monsieur le Ministre, peut-être aborder ce volet économique, si vous permettez, Patricia. Relancer l'économie par l'accélération de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. C'est en fait à comprendre le discours du chef du gouvernement, c'est peut-être la recette miracle du gouvernement gabonais pour ce nouveau septennat. Qu'est-ce qui va être modifié concrètement? Madame, sur ces questions, il n'y a pas de recette miracle. Sur ces questions, il y a à la fois les contraintes liées à une conjoncture internationale dont le Gabon n'est pas le seul pays à subir les effets ou alors les contre-effets. Il y a également la nécessité, effectivement dans notre pays, de mettre en branle un certain nombre de mécanismes pour relancer l'économie. Mais ces mesures ont été annoncées par le chef du gouvernement. Lorsqu'on dit d'accélérer la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, mais ça a déjà commencé dans plusieurs domaines. Les infrastructures, l'agriculture, l'économie numérique, tout ceci a déjà démarré. La diversification de l'économie. Mais il faut aller encore plus loin. Il faut accélérer. Nous ne partons pas de rien. Si vous prenez l'industrie du bois, il faut accélérer pour aller vers la troisième transformation. Si vous prenez la question des mines, il faut aller plus loin dans la transformation. Il en est de même pour la métallurgie, dont un embryon a démarré du côté d'un coq. Donc il faut aller plus loin. Et il faut aller rapidement en mettant en place des mécanismes et on pourra revenir dans les détails. Alors, Monsieur le Ministre, il y a peut-être un téléspectateur au bout du fil. Nous allons devoir l'écouter. Monsieur, Madame, bonsoir. Bonsoir. Ce n'est pas juste une suggestion. Je voudrais participer également au débat. L'entretien que fait intervenir le ministre de la Communication, tout simplement pour dire que c'est vrai, on a besoin de dialoguer, mais il faut un moment qu'on s'arrête. On pense d'abord au Gabon. On ne peut pas à chaque fois aller et faire les mêmes choses, toujours le même camp qui doit être gagnant, et après appeler au dialogue. Il faut que ça s'arrête. Monsieur Liu disait, un moment, il faut que vous posiez des questions. Le Gabon n'appartient pas seulement au PDG. Le Gabon appartient aux Gabonais. Donc, s'il vous plaît, faites tout pour discuter avec les vrais Gabonais, ceux qui veulent le développement du Gabon, et non seulement avec un camp qui vous est favorable. Parce que le Gabon n'appartient pas seulement à un seul côté. Donc c'est là ma participation. Peut-être, Monsieur le Ministre, vouloir rebondir. Oui, je pense que c'est un compatriote qui répond à une préoccupation, mais nous n'avons jamais dit que nous souhaitions dialoguer avec les pédégistes. Nous avons indiqué que ce dialogue, il est ouvert. Il faut discuter avec tout le monde. Mais encore une fois, comment discuter avec celui qui refuse la discussion? Comment discuter avec celui qui ne veut pas dialoguer? Donc le problème, ce n'est pas de notre côté, le problème c'est du côté de ceux qui refusent le dialogue. Mais dans nos cultures gabonaises, on nous dit que si on vous appelle, ce n'est pas l'appel qu'on refuse, c'est le contenu. Mais allons définir ensemble le contenu, allons définir ensemble les conditions pour que demain, un certain nombre de choses qu'on a vécues ne se reproduisent pas et qu'effectivement un certain nombre de conditions soient réunies pour que celui qui a gagné gagne. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aussi que celui qui a perdu reconnaisse qu'il a perdu. Parce que la problématique, elle est simple. Lorsqu'on participe à une élection, il ne faut pas y aller en se disant « vous ne pouvez que gagner » parce que vous pouvez perdre. Et si vous avez perdu, il faut avoir la capacité de reconnaître qu'on a perdu. Et puis, la vie continue. Ceci vaut pour l'opposition, mais aussi pour la majorité PDG aujourd'hui aux responsabilités, que chacun comprenne que c'est effectivement d'abord le Gabon qui nous intéresse, c'est le Gabon qu'on léguera à nos enfants. Avant le PDG, il y a le Gabon. Après le PDG, il y a le Gabon. C'est le Gabon qui est éternel. Moi, j'appartiens au PDG. Je me battrai sur le terrain pour faire progresser les idées du PDG pour gagner. Maintenant, s'il arrive un jour que les idées du PDG deviennent minoritaires dans l'opinion,
ah ben, l'alternance se fera. Mais arrêtons de penser que parce qu'on est dans l'opposition, on a forcément raison et que le peuple est avec nous. Alors, Monsieur le ministre, on ne partira pas de ce plateau. Si vous permettez, je vous en prie, je voudrais quand même rappeler que nous sommes 1 800 000 Gabonais. 1 800 000. Et que la dernière élection présidentielle, il y a eu 300 000, un peu plus, votants. Donc il y a 1 500 000 Gabonais qui ne se sont pas déplacés, soit parce qu'ils n'étaient pas inscrits, soit parce qu'ils n'avaient pas l'âge pour voter. Et ceux qui étaient inscrits représentaient 650 000 Gabonais, 628 000. Donc il n'y a que la moitié des 628 000 qui a voté. Lorsqu'on nous dit que le Gabonais ne veut plus, à quel moment a-t-on posé la question aux Gabonais? Donc que chacun gère aussi ses propres opinions et qu'il ne les généralise pas. On est d'accord? Tout à fait, Monsieur le ministre, en tout cas, les téléspectateurs seront appréciés. Mais comme citent les sondages. Alors, Monsieur le ministre, peut-être le volet éducation également au cours de cette émission. Aujourd'hui, on a l'impression que l'école gabonaise tourne à deux vitesses. Il y a des établissements qui ont commencé, d'autres tournent encore, d'autres sont encore stagnés. Il n'y a toujours pas la rentrée. Comment expliquer ce fait? Aujourd'hui, dialogue national, nous y allons tous. Des consultations, vous l'avez dit, vont démarrer lundi prochain. Est-ce que tous les acteurs, justement, de l'éducation nationale vont pouvoir également aussi se retrouver autour de cette concertation, de cette plateforme? Vous savez, madame, il ne faut pas opposer le dialogue national aux préoccupations que les Gabonais ont au quotidien. L'école est une vraie préoccupation. Et cela fait des années que ça dure. Plusieurs solutions ont été essayées sous divers gouvernements. Il y a eu les états généraux de l'éducation et de la formation déjà dans les années 80, me semble-t-il, entre 83 et 84. Il y en a eu sous le mandat du président Ali Bongo en 2010. On a pris une loi de programmation. Et il y a eu des difficultés à mettre en œuvre un certain nombre de résolutions. Difficultés liées soit aux questions budgétaires, soit aux questions d'harmonisation de points de vue entre les enseignants regroupés au sein de syndicats, l'éducation nationale. D'ailleurs, le grand absent de ces discussions, c'est toujours le parent d'élève, qui n'est pas consulté, qui n'est pas concerné et qui parfois semble avoir abandonné. Mais peut-être faut-il construire des organisations pour qu'ils puissent lui aussi être impliqués. Donc l'école a des problèmes depuis de longues années. Il faut régler ces problèmes. Le plus urgent était d'essayer de régler la rentrée scolaire. Il y avait des exigences des syndicats, il fallait payer les vacations. Le chef du gouvernement a rendu public des chiffres aujourd'hui. Sur ces vacations, plus de 3 milliards ont été payés. Il fallait payer la PIP. C'est en cours de traitement et de règlement. Il fallait régler la question de la bourse des élèves étudiants. C'est 5 milliards qui ont été payés. Et sur la bourse, c'est 70 milliards de francs CFA maintenant que ça pèse au budget de l'État. Donc il y a des problèmes de salles de classe, des problèmes d'effectifs pléthoriques, des problèmes de table-banc. Ce sont des problèmes qui se sont accumulés au fil des années. Nous avons une responsabilité, nous aurons pu agir plus tôt, nous aurons pu agir mieux, mais il n'est pas tard pour bien faire. Donc une convention a été signée avec une entreprise pour fournir des tables-bancs. L'entreprise a indiqué qu'elle pouvait fournir 1000 tables-bancs par semaine. Nous n'en savons pas, nous n'en savons rien. Peut-être qu'elle le peut, peut-être qu'elle ne le peut pas. Mais nous souhaitons qu'il y ait un rythme de fourniture de tables-bancs très rapide pour permettre de régler les problèmes. Mais une fois qu'on aura réglé ceci, le Premier ministre a indiqué une piste importante, le dialogue social. Il faut que les acteurs se parlent et que l'enfant gabonais soit la vraie préoccupation. Nous avons été à une campagne électorale, les gens ont exprimé des points de vue divergents, mais lorsqu'on est syndicat, on a un point de vue en tant que syndicat, on a un point de vue en tant que citoyen. Ils ont exprimé un point de vue citoyen, nous ne confondons pas les deux. Il faut maintenant qu'on s'occupe de l'école gabonaise. Ils ont des propositions, nous devons être à l'écoute de leurs propositions. Le gouvernement, les parents. Parce que le professionnel de cette histoire, c'est l'enseignant. Il faut être à l'écoute de ces propositions également. Cette rentrée scolaire a lieu de manière différenciée et il faut faire en sorte qu'elle ait lieu de manière plus harmonieuse
pour qu'en effet, il n'y ait pas une école à multiples vitesses. Mais ce qui a amené également, mesdames, la création de toutes ces écoles privées, c'est le fait que pendant des années, l'école publique a connu des crises multiples. Et ces multiples crises ont fait en sorte que le Gabonais se sacrifie pour que son enfant aille apprendre dans une école privée. Il se sacrifie, il ne peut plus investir, il ne peut pas construire une maison parce qu'il faut que l'enfant aille à l'école. Mais la responsabilité de l'État est de faire en sorte que le Gabonais puisse envoyer son enfant dans une école publique de qualité. Et il faut se battre pour cela. Monsieur le ministre, permettez un téléspectateur au bout du fil. Monsieur, madame, bonsoir. J'aimerais savoir, puisqu'on parle de la politique générale du Premier ministre en termes de l'éducation, nous sommes déjà vers, nous sommes en train d'aller vers mi-novembre et jusqu'à présent, les jeunes Gabonais ne sont toujours pas en mesure d'aller à l'école parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Donc on aimerait précisément savoir quelle est réellement la situation et qu'est-ce qui est présagé parce qu'on n'a jamais vécu ça au Gabon. Donc on aimerait savoir réellement et qu'ils nous disent clairement ce qui se passe. Écoutez, madame, je suis porte-parole du gouvernement et je ne peux que dire sur ce sujet ce que dit le ministre de l'Éducation nationale. Nous étions aujourd'hui devant les députés. La question a été posée au Premier ministre. Et au moment des réponses aux parlementaires, aux honorables députés, le ministre de l'Éducation nationale a indiqué que la rentrée scolaire qui avait été fixée au 31 octobre n'a pas eu lieu dans la première semaine du fait de la grève qui a été lancée dans le même temps par les syndicats et que nous sommes en train de réunir les conditions petit à petit pour que l'école reprenne. Et il nous a dit, et je n'ai aucune raison de douter de ce que dit le ministre en charge des dossiers, qu'il y a eu la rentrée scolaire dans certains établissements. On peut voir certains lycées qui, effectivement, ont repris, mais que dans d'autres, il y a encore des difficultés du fait que les conditions ne sont pas réunies, soit par les discussions avec les syndicats, soit effectivement par cette question d'établement. Mais c'est un vrai souci. On peut comprendre aujourd'hui que, effectivement, nous, les parents, on se pose des questions, que le Gabonais se pose des questions. Mais le gouvernement est à l'œuvre pour répondre à ces préoccupations et faire en sorte que l'école gabonaise redémarre, mais que chacun joue pleinement son rôle. Vous savez, quand un syndicat vous dit qu'il faut construire toutes les salles de classe, le déficit en salle de classe dans les 3 mois, nous savons à la base que ça ne va pas être possible. Donc pourquoi poser une exigence au gouvernement quand on sait à la base que c'est impossible à réaliser? Quand bien même vous avez la ressource financière nécessaire, en 3 mois, on ne construit pas des salles de classe. Donc nous le savons tous, lorsque ce sujet arrive sur la table, comment peut-il arriver sur une table avec des responsables? Donc nous nous posons des questions. En même temps, je le reconnais, nous aurions pu, depuis plusieurs années, dans les gouvernements successifs, et pas seulement sous le mandat d'Ali Bongo, déjà depuis longtemps, et régler ces problèmes. Avant, les petits Français qui apprenaient au Gabon étaient scolarisés à l'Immaculée, à Bessieux, au lycée national Léomba, au lycée d'État l'Estuaire. Qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement, le lycée français soit créé? Les crises successives de l'école gabonaise dans les années 90. Il faut un jour qu'on mette un terme à ces crises et qu'on règle les problèmes. Nous avons une responsabilité en tant que gouvernement, les enseignants en ont, les parents d'élèves en ont. Ceux qui n'ont pas de responsabilité dans cette histoire, ce sont les élèves. Et c'est malheureusement eux qui risquent d'être pris en otage et sacrifiés dans ces malentendus et mésententes. Mais les problèmes sont réels. Personne ne peut le nier. Si vous permettez, Patricia, permettez que je pose quand même cette question au ministre. Monsieur le ministre, sur ce plateau, vous êtes membre du gouvernement, mais vous êtes aussi un parent d'élève et vous l'avez rappelé. Il y a de nouvelles mesures qui ont été prises par le ministère de l'Éducation nationale. J'insiste, vous êtes certes membre du gouvernement, mais vous êtes aussi parent d'élève. La question du double flux, la question notamment des coefficients. Porte-parole du gouvernement, parents d'élèves en même temps, votre point de vue? Vous savez,
ce que tente de faire le ministère, c'est de résoudre les problèmes. Et le ministère a la responsabilité de la question pédagogique dans le pays. La question du double flux est une tentative de réponse à la question des effectifs pléthoriques. De nombreux pays le font, le double flux, y compris ici au Gabon. Il y a un certain nombre d'établissements privés qui appliquent le double flux et ça fonctionne. L'important étant d'avoir le nombre d'enseignants nécessaire pour que la charge de travail par enseignant ne soit pas multipliée par 2. Mais il y en a qui le font déjà. Donc, c'est une tentative de réponse. L'autre élément, sur la question des coefficients. Là aussi, les États généraux ont abordé cette question. La question de la lutte contre l'échec scolaire, il y avait plusieurs pistes, dont la question de ramener les coefficients à 1 pour toutes les matières. Seulement, la réflexion a cours au ministère de l'Éducation nationale. J'ai répondu à vos préoccupations. Alors, Monsieur le ministre, aujourd'hui, le volet social. Alors, l'une des préoccupations du gouvernement de la République, c'est lutter efficacement contre la pauvreté pour permettre justement d'améliorer les conditions de vie des populations. Quelle serait aujourd'hui la première action, sinon prioritaire, que le gouvernement pourrait poser pour essayer, un tant soit peu, améliorer ces conditions de vie des populations au niveau du Gabon? Il y a plusieurs éléments. Il y a des pistes qui ont été explorées, il y a des mesures qui ont déjà été prises, qui sont à l'œuvre. Il faut continuer à suivre, à encourager. Du reste, vous avez vu qu'il y a quelques jours, le ministère de l'économie, qui a la responsabilité de la question de la concurrence, est rendu sur le terrain pour vérifier l'effectivité des mesures prises par le gouvernement. Mais à côté de ces mesures de contrôle des prix et de maîtrise de l'inflation, il y a la question de la production. Il faut que nous parvenions à produire plus sur notre territoire pour espérer faire baisser le coût des denrées alimentaires, puisqu'encore une fois, ce n'est plus un secret pour personne, nous importons l'essentiel de ce que nous consommons, y compris des produits que nous sommes capables ici de livrer sur le marché par notre propre agriculture. Donc, il faut régler ces problèmes et une tentative de réponse est à l'œuvre à travers le programme Graines, dont les gens pensent qu'il ne concerne que les spéculations d'exportation. Le programme Graines concerne également le vivrier, notamment le manioc, la banane et d'autres éléments. Il faut produire. En matière d'aquaculture et de pêche, il faut faire davantage, d'où dans les mesures, il a été dit qu'il va falloir mettre en place un port de débarquement de pêche et contraindre ceux qui pêchent dans nos eaux à débarquer au Gabon au moins 30% de leur prise, de sorte qu'il y ait plus de poissons sur le marché et que là aussi le prix du poisson puisse baisser. Donc un certain nombre de mesures sont prises, mais l'essentiel étant effectivement de faire en sorte qu'il y ait les activités génératrices de revenus et la création d'emplois par les PME, les PMI et la toute petite entreprise. Alors, Monsieur le ministre, nous ne partirons pas d'ici sans pour autant évoquer le secteur dont vous avez la charge, notamment le ministère de la Communication. C'est revenir sur les grandes réformes qui sont entreprises au niveau de votre département ministériel. Il y a eu de grandes réformes dans plusieurs axes. Au niveau du secteur communication, les réformes concernent essentiellement l'audiovisuel public. Il y a là-dedans un certain nombre de difficultés. Africa numéro 1 est une réelle difficulté. Il va falloir prendre une décision. J'ai reçu ce matin le syndic pour demander, au stade où nous en sommes, où en sommes-nous avec ce redressement? Parce que le constat est que ça ne marche pas. Mais depuis ces 3 dernières années, l'État a injecté plus de 9 milliards de francs CFA à Africa numéro 1, essentiellement dans le paiement des salaires, le fonctionnement et la dette. On ne va pas continuer comme ça. Il faut bien trouver une solution définitive. Laquelle, Monsieur le ministre? Je ne peux pas la livrer sur ce plateau. Il faut la proposer au gouvernement pour que ce soit une position gouvernementale. D'accord, Monsieur le ministre. L'AGP est en difficulté, liée au fait de la baisse des ressources et au fait que, malheureusement, le quotidien gouvernemental Gabon Matin
ne fonctionne plus parce que là aussi, le nombre d'agents affectés à Gabon Matin et la ressource mise à disposition, c'est incompatible pour faire fonctionner ce quotidien. Donc là, il faut aussi prendre des décisions. Mais pour l'essentiel, des réformes sont en cours. Tel que finaliser le processus de migration vers la télévision numérique terrestre, a annoncé le Premier ministre. Nous avons adopté un nouveau code de la communication et du cinéma qui prévoit maintenant, et on en parlait depuis de longues années, les communicateurs le voulaient, qui prévoit maintenant une redevance audiovisuelle qui va être une ressource pérenne pour supporter l'activité de l'audiovisuel public dans notre pays et du cinéma. La migration vers la télévision numérique terrestre est un impératif. Ce n'est pas forcément un choix du gouvernement, c'est un impératif international. Et il faut qu'on y arrive. Nous sommes en retard, il faut qu'on rattrape ce retard. Un contrat a été signé avec une entreprise. Le gouvernement examine aujourd'hui les conditions autour de ce contrat pour regarder la meilleure offre possible pour y aller. Ensuite, il faut l'économie numérique, qui est un secteur aujourd'hui qui pèse 5% du PIB. Mais le secteur de l'économie numérique doit peser encore plus. Pour qu'il pèse encore plus, il faut investir. Il faut finaliser la pose de la fibre optique. Il faut finaliser un certain nombre d'autres opérations. Et il faut construire notamment ce fameux data center qui va être un élément important pour gérer les flux et générer du trafic. Donc ceci est fondamental. Ensuite, aider à dématérialiser un certain nombre d'opérations et faire en sorte qu'effectivement l'économie numérique soit une réalité, que vous puissiez demain créer une start-up avec 5 millions, 10 millions et fonctionner. J'ai rendu visite à de jeunes Gabonais auprès de Junior Achievement et j'ai vu ce que ces jeunes gens proposent comme application pour répondre aux problèmes des Gabonais en matière de lutte contre le redoublement, en matière de lutte contre l'échec scolaire, en matière de santé. Il y a un certain nombre d'applications qui sont proposées et donc le gouvernement va s'atteler à rendre tout ceci possible tout en boostant ce secteur qui est important pour la croissance économique de notre pays. Avec ensuite, notamment le Fonds de développement de l'économie numérique qui a aussi été annoncé, création et rendre opérationnel. Est-ce que justement ce fonds va aider ces startups dans ce secteur? C'est un fonds qui va aider les startups, c'est un fonds qui va aider tout le secteur de l'économie numérique à mieux se structurer, mais surtout avoir une capacité à aller lever des fonds sur les marchés en privilégiant les partenariats publics-privés. Mais la culture, j'ai reçu le nouveau directeur du CICIBA. Le gouvernement gabonais a fait un effort. Le CICIBA a aujourd'hui un siège et les activités du CICIBA vont pouvoir se poursuivre dans un siège convenable. Mais à côté du CICIBA, il y a tout le travail mené pour les droits d'auteur et pour que le secteur de la culture dans notre pays, ça devienne un secteur dynamique pour aller vers les industries culturelles. Alors, un téléspectateur au bout du fil. Monsieur, madame, bonsoir. Nous vous écoutons. Je voudrais normalement m'adresser au ministre d'État chargé de la communication, porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre a été au Parlement cet après-midi. Nous osons espérer qu'il aura tous les moyens pour exécuter sa feuille de route. Mais que pense le porte-parole du gouvernement par rapport aux chantiers qui sont abandonnés ici et là? Je propose que le gouvernement pense que l'exécutif, pour le deuxième septennat, mette l'accent sur des infrastructures routières. Un ou 2 ans, on consacre tous les moyens là-dedans pour au moins libérer ce côté-là. Enfin, de s'appuyer sur le secteur agricole. Parce qu'aujourd'hui, on parle de projet graines. Mais s'il n'y a pas de route, le projet graines, c'est un projet en vain. Je voudrais m'arrêter par là parce qu'il y a d'autres certainement qui vont intervenir. Et à la question des enseignants. Mais pourquoi chaque année, il y a ce problème de grève dans le secteur de l'éducation nationale? Monsieur le ministre d'État, rapidement, s'il vous plaît. Sur la question des grèves à l'éducation nationale, nous nous posons tous la question. Parents d'élèves, gouvernement, enseignants, simples citoyens.
les enseignants eux-mêmes estiment que parce qu'il y a des problèmes, il faut qu'ils les posent d'une manière ou d'une autre et ils passent par les syndicats. Il y a des problèmes, il faut qu'à un moment donné, on regarde tous ensemble comment les résoudre. On ne va peut-être pas les résoudre de manière définitive, mais on va pouvoir apporter des débuts de solutions. Ce qui va être essentiel, c'est de comprendre qu'en effet, un enseignant qui se retrouve dans une salle de classe avec 120 élèves, c'est un problème. Donc lorsque légitimement l'enseignant pose ce problème, il faut résoudre et répondre à cette préoccupation. Et lorsque le gouvernement propose la question des doubles flux, c'est pour tenter d'apporter une réponse à cette préoccupation. Mais dans le même temps, que les enseignants apprécient à leur juste valeur les efforts faits par le gouvernement. Et que parmi les enfants gabonais qui ne vont pas à l'école aujourd'hui, il y a aussi des enfants d'enseignants. Et que demain, le pays tout entier serait malheureusement en difficulté pour n'avoir pas formé une jeunesse. Sur la suggestion qui est faite au sujet des chantiers ouverts et dont de nombreux sont à l'arrêt, ça correspond exactement à ce que le Premier ministre a dit aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Il faut terminer les chantiers qui ont démarré. Il faut aussi que ces chantiers correspondent effectivement à une préoccupation économique réelle. Autrement dit, la route pour le plaisir de la route ou la route pour la politique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais que la route serve effectivement au développement. Faire aussi en sorte que la ressource s'étant contrainte, qu'il y ait des choix plus resserrés sur ces questions d'infrastructure. Mais effectivement, sans infrastructure, il n'y a pas de développement. On parle de la route, mais on parle aussi du numérique. Il faut continuer à construire l'infrastructure numérique pour apporter le réel développement. Ces suggestions, elles sont intéressantes et elles correspondent également à ce que le gouvernement entend faire. Merci bien, Monsieur le ministre d'État. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. C'est Sans Tabou, une émission spéciale et nous avons eu l'honneur de recevoir le ministre d'État, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la République gabonaise, Monsieur Alain-Claude Bilibindé. Je n'étais pas seule, j'étais avec Dina Kousso. Merci encore de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.